1er août 1944. Quartier général, suprême des forces expéditionnaires, alliés, chef, Versailles, France. Le général Dwight D. Eisenhower se tient penché au-dessus d'une grande table de cartes, étudiant les positions des forces alliées en Normandie. Autour de lui se tient son état-major supérieur, des officiers britanniques, américains et canadiens, tous concentrés sur le même problème, comment sortir de Normandie. Depuis 2 mois, les forces alliées s'épuisent dans le bocage normand. Les progrès se mesurent en yards, pas en miles. Les pertes s'accumulent. Les Allemands se défendent brillamment. Il faut une percée. Eisenhower dit quelque chose de décisif, quelque chose qui nous fasse sortir de ce goulot d'étranglement et nous projette en terrain découvert. Le général Omar Bradley désigne la carte. L'opération Cobra concentrera nos bombardiers, ici percera un trou dans les lignes allemandes, puis nous pousserons à travers avec les blindés. Combien de temps faudra-t-il pour exploiter la percée ? Demande Eisenhower si nous avons de la chance. 1 semaine pour avancer de 50 miles. Eisenhower hoche la tête. Ce n'est pas rapide, mais c'est un progrès. À ce moment-là, un officier de liaison britannique entre dans la pièce. « Monsieur, j'ai un message urgent de la 3e armée. » Eisenhower relève la tête. La 3e armée, l'armée de Patton, vient d'être activée. Elle est censée passer par la brèche créée par la 1re armée et exploiter la percée. « Que veut Patton maintenant ?» demande Eisenhower, déjà fatigué. L'officier lui tend le message. Eisenhower le lit une fois, puis encore une fois. Son expression passe de la concentration à l'incrédulité. « Il ne peut pas être sérieux, monsieur. » Eisenhower lit à voix haute. La 3e armée avance vers le sud en direction de la Bretagne, sécurisera la péninsule en 4 jours, puis pivotera vers l'est en direction de Paris. Demande l'autorisation de poursuivre l'avance, aussi loin que les approvisionnements en carburant le permettront. Bradley est stupéfait. 4 jours. La péninsule bretonne, c'est plus de 100 miles de territoire disputé. Je sais quelle distance cela représente, dit Eisenhower calmement. Monsieur, c'est impossible. Aucune armée ne peut avancer aussi vite, rien que la logistique. Eisenhower lève la main. Il saisit un téléphone. Passez-moi le quartier général de la 3e armée. Je dois parler immédiatement au général Patton. 2 minutes plus tard, la voix de Patton grésille sur la ligne. Ici, Patton. George, je regarde votre plan de mouvement proposé. Vous prévoyez d'avancer de 100 miles en 4 jours. Exact. À travers un territoire ennemi avec du carburant limité face à la résistance allemande. Exact aussi, George. C'est tout à fait possible, interrompt Patton. Monsieur, les Allemands sont en plein chaos. Leurs lignes s'effondrent. Si nous bougeons vite, très vite, nous pouvons être en Bretagne, avant même qu'ils réalisent que nous avons percé. Mais seulement si nous bougeons maintenant. Eisenhower regarde Bradley qui secoue la tête avec scepticisme. « George, même si vous pouviez avancer aussi vite, les lignes de ravitaillement finiront par vous rattraper, » dit Patton avec assurance. « Monsieur, nous avons peut-être une fenêtre de 48 heures, pendant laquelle les Allemands sont désorganisés. Si nous attendons une logistique parfaite, nous perdrons cette fenêtre. Donnez-moi l'autorisation d'avancer. Je m'occuperai des approvisionnements plus tard. » Eisenhower ferme les yeux. Toute doctrine militaire dit qu'on ne dépasse pas ces lignes de ravitaillement, qu'on n'avance pas plus vite que ce que la logistique peut soutenir. On consolide, puis on avance, méthodiquement. Mais Patton n'a jamais suivi la doctrine. « Très bien, George. Vous avez l'autorisation d'avancer, mais si vous tombez en panne de carburant et que vous vous retrouvez bloqué. »« Je comprends, » coupe Patton. 3e armée terminée. La ligne se coupe.
Bradley regarde Eisenhower. « Monsieur, il va se surexposer, il va manquer de carburant et laisser son armée bloquée profondément en territoire ennemi. » Eisenhower fixe la carte. « Peut-être. Ou peut-être fera-t-il quelque chose que personne ne croyait possible. » 3 jours plus tard, Eisenhower recevra un autre message. Et en le lisant, il prononcera 5 mots qui définiront toute la carrière militaire de Patton. C'est cette histoire. Section 1, la percée. Du 25 au 31 juillet 1944, Normandie. L'opération Cobra, une campagne de bombardement massif, suivie d'un assaut blindé, ouvre une brèche dans les lignes allemandes. Les forces américaines s'y engouffrent. La première armée avance, puis la troisième armée fraîchement activée, sous Patton, se projette en avant. Patton ne consolide pas. Il ne s'arrête pas pour organiser les lignes de ravitaillement. Il n'attend pas que les unités de flanc le rattrapent. Il attaque immédiatement avec tout ce qu'il a. « Continuez d'avancer », ordonne-t-il à ses commandants de division. « Ne vous arrêtez pour rien. Si vous manquez de carburant, siphonnez-le des véhicules allemands capturés. Si vous manquez de munitions, utilisez les munitions allemandes capturées. Continuez simplement d'avancer. » Ces commandants de chars sont stupéfaits par la cadence. Ils avancent de 20 miles le premier jour, 30 miles le deuxième, 40 miles le troisième. Les forces allemandes, déjà sonnées par la percée, ne peuvent pas réagir. Au moment où elles identifièrent la position de la troisième armée, Patton l'a déjà dépassée. Où est Patton devient la question la plus urgente au quartier général allemand. Ils ne le savent pas, parce que Patton avance trop vite pour être suivi. Section 2. La course vers Avranches, 31 juillet 1944. Avranches, une ville clé, contrôlant l'accès à la Bretagne. Les forces allemandes tentent d'établir une ligne défensive. Si elles peuvent tenir Avranches, elles peuvent contenir l'avance américaine. Patton ne leur en laisse pas le temps. Les chars de la troisième armée atteignent Avranches avant l'arrivée des renforts allemands. La ville tombe en quelques heures. La Bretagne est ouverte. « On y va », dit Patton à son état-major. « Monsieur, ne devrions-nous pas consolider, faire monter les ravitaillements ?» demande un aide. « Non », tranche Patton. « Si nous consolidons, les Allemands auront le temps de s'organiser. Nous avançons maintenant pendant qu'ils sont encore désorientés. » Sa 4e division blindée fonce en Bretagne. La 6e division blindée suit. Les divisions d'infanterie s'engouffrent dans la brèche. En moins de 48 heures, 3 divisions entières traversent la Bretagne, à toute vitesse, avançant si rapidement que les camions de ravitaillement n'arrivent pas à suivre. Au chef, les officiers fixent la carte avec incrédulité. « Ce n'est pas possible », dit un officier britannique. « Ces marqueurs de position doivent être erronés. La troisième armée ne peut pas être aussi avancée. »« J'ai confirmé 3 fois, » répond l'officier du renseignement. Patton est exactement là où la carte l'indique, et il continue d'avancer. Section 3. La crise du carburant. 3 août 1944. Quartier général de la 3e armée. L'officier du ravitaillement de Patton apparaît l'air inquiet. « Monsieur, nous avons un problème. »« Quoi ?»« Le carburant. Nous sommes en train d'en manquer. Les camions de ravitaillement ne peuvent pas suivre l'avance. Au rythme actuel de consommation, nous serons à sec dans 36 heures. » Patton n'hésite pas. Alors nous ferons durer le carburant 36 heures. Après cela, nous capturerons les dépôts de carburant allemands et nous utiliserons leur essence. Monsieur, c'est une logistique créative. Les Allemands ont du carburant, coupe Patton. Nous le prendrons. En attendant, réduisez les allocations de carburant aux véhicules non combattants. Chaque gallon va aux chars et aux véhicules de combat. Tout le reste marchera.
Monsieur le personnel du quartier général ne peut pas marcher. Alors qu'ils apprennent bon sang, aboie Patton. Cette armée continuera d'avancer même si je dois pousser les chars moi-même. Il donne ses ordres. Les véhicules allemands capturés seront utilisés pour le transport du ravitaillement. Le carburant sera récupéré sur les équipements allemands détruits. Les véhicules non essentiels seront abandonnés. C'est une logistique par l'improvisation. Cela ne devrait pas fonctionner, mais ça fonctionne. Section 4. Le message. 4 août 1944. Quartier général du Chaef. Un message urgent arrive de la 3e armée, la 4e division blindée, à sécuriser Rennes. La 6e division blindée approche de Brest. Les divisions d'infanterie contrôlent toutes les grandes routes de l'Est de la Bretagne. Demande d'ordre supplémentaire. Un officier marque les positions sur la carte. Eisenhower s'approche une tasse de café à la main. Il jette un coup d'œil à la carte, puis se fige. Quand ce message a-t-il été envoyé? Il y a 10 minutes, monsieur. Eisenhower fixe la carte. Les forces de Patton sont à plus de 100 miles de leur point de départ. En 4 jours. C'est impossible, dit-il doucement. Monsieur, nous avons confirmé les positions. La 3e armée est exactement là où elle le signale. Eisenhower pose sa tasse. Il se penche sur la carte, retraçant l'itinéraire de la 3e armée. Mon Dieu, dit-il, il est déjà là. Bradley, debout à proximité, secoue la tête, incrédule. Nous pensions que cela prendrait au minimum 2 semaines. Il l'a fait en 4 jours. Comment? Demande Eisenhower. Personne n'a de réponse. Plus tard, dans la journée, Eisenhower envoie un message à Patton. Félicitations pour avoir atteint vos objectifs en avance sur le calendrier. Réalisation remarquable. Cependant, vous êtes désormais dans une situation critique de pénurie de carburant. Je recommande de consolider vos positions jusqu'à ce que les lignes de ravitaillement rattrapent leur retard. La réponse de Patton arrive 1 heure plus tard. Pénurie de carburant reconnue. Cependant, les positions allemandes, à Lorient et Saint-Nazaire, sont toujours inoccupées. Intention de les sécuriser avant que les Allemands ne se renforcent. Nous nous inquiéterons du carburant plus tard. Eisenhower lit le message et éclate de rire, un rire fatigué, incrédule. Il n'a plus de carburant et il veut continuer à attaquer. Devons-nous lui ordonner de s'arrêter? Demande Bradley. Eisenhower réfléchit. Selon toutes les règles de la logistique militaire, il devrait ordonner à Patton de s'arrêter de consolider et d'attendre les approvisionnements. Mais Patton gagne plus vite que quiconque ne l'aurait cru possible. Non, dit finalement Eisenhower. Laissez-le continuer, mais assurez-vous que chaque camion de carburant disponible soit dirigé vers la 3e armée. Quoi que Patton demande, il aura la priorité. Section 5. La réaction allemande. 5 août 1944. Quartier général de la 7e armée allemande. Le général Paul Hauser fixe les rapports de renseignement avec une inquiétude croissante. La 3e armée de Patton a avancé de plus de 100 miles en 4 jours. Oui, mon général. Ce n'est pas possible. Aucune armée ne peut se déplacer aussi vite. Les renseignements doivent être erronés. Nous les avons confirmés par plusieurs sources, insiste l'officier du renseignement. Les forces américaines sont à Rennes, approches de Brest et contrôlent la Bretagne. C'est Patton. Ça ne peut être que lui. Hausser sa fesse. S'il est en Bretagne, tout notre flanc ouest est exposé. Il pourrait pivoter vers l'est et se retrouver derrière nos lignes en quelques jours. Quels sont vos ordres? Hausser n'a pas de bonnes options. Il n'a pas assez de force pour défendre partout. Patton avance trop vite. Repliez-vous, dit-il finalement.
Établissez des positions défensives plus à l'est. Nous ne pouvons pas arrêter l'avance de Patton. Nous ne pouvons qu'essayer de la contenir. C'est un aveu tacite, l'Allemagne a perdu l'initiative. Elle n'attaque plus, elle réagit. Et réagir à Patton, c'est toujours avoir un coup de retard. Section 6. Du 6 au 10 août 1944, le pivot. Après avoir sécurisé l'essentiel de la Bretagne, Patton fait quelque chose que les Allemands n'attendent pas. Il pivote. Au lieu de continuer vers l'ouest pour sécuriser les ports de la péninsule, il fait tourner toute son armée de 90 degrés de l'ouest vers l'est et commence à foncer vers Paris. « Monsieur, » proteste son état-major, « nous n'avons pas sécurisé Brest ni Lorient. Ce sont des ports majeurs. » Les ports n'ont aucune importance si nous mettons fin à la guerre, coupe Patton. Paris compte, l'Allemagne compte. Nous allons vers l'Est. En moins de 48 heures, la 3e armée, ses 4 corps, plus de 200 000 hommes, change de direction et se rue vers l'Est. La manœuvre est logistiquement insensée. Faire pivoter une armée entière de 90 degrés, alors qu'elle est déjà en mouvement, devrait provoquer le chaos des embouteillages, des ruptures de ravitaillement. L'état-major de Patton y parvient par pure détermination et par l'improvisation. Au 10 août, la 3e armée fonce vers Le Mans, puis vers la Seine, puis vers la frontière allemande. « Jusqu'où pouvons-nous aller ?» demande Patton à son officier logistique. « Monsieur, nous sommes déjà au-delà de la portée de ravitaillement soutenable. » « Je ne vous ai pas demandé si c'était soutenable. Je vous ai demandé jusqu'où nous pouvons aller. » L'officier hésite. « Si nous supprimons le non-essentiel, si nous capturons les stocks allemands, si chaque camion de carburant roule sans arrêt, peut-être jusqu'à la frontière allemande, peut-être. Alors c'est là que nous allons, » dit Patton. Section 7. Le dilemme d'Eisenhower. 12 août 1944, quartier général du Chaef. Eisenhower fait face à une crise de commandement. La 3e armée de Patton avance si vite qu'elle menace de dépasser toute la stratégie alliée. « Il est presque sur la Seine », rapporte Bradley. « S'il la franchit, il sera à 75 miles devant tout le monde. Ses flancs seront totalement exposés. » « Que dit Patton ?» demande Eisenhower. « Il dit qu'une bonne offensive vaut mieux qu'une défense parfaite. Il veut continuer. » Le maréchal britannique Bernard Montgomery, à l'écoute au téléphone, est furieux. « C'est de la folie. Patton viole tous les principes de la guerre organisée. Ses lignes de ravitaillement sont étirées jusqu'au point de rupture. Une contre-attaque allemande et la 3e armée pourrait être coupée et détruite. » Monty n'a pas tort, admet Bradley. Patton prend des risques énormes. Eisenhower fixe la carte. Patton y est représenté par une série de flèches pointant toutes vers l'est, avançant plus vite que les cartographes ne peuvent les mettre à jour. « George, » dit Eisenhower au téléphone, « vous avez 60 miles d'avance sur le calendrier. Vous dépassez vos ravitaillements. Vous êtes exposé sur les 2 flancs. Toutes les règles de la guerre disent que vous devriez vous arrêter, consolider et attendre que le reste de l'armée vous rattrape. »« Je le sais, monsieur, » répond Patton. « Alors pourquoi ne devrais-je pas vous ordonner de vous arrêter ? Parce que les Allemands sont brisés, monsieur, anéantis. Si nous leur donnons le temps de se reprendre, ils reconstruiront leurs défenses et nous nous battrons pour chaque mile. Mais si nous continuons à pousser maintenant, pendant qu'ils sont en plein chaos, nous pouvons être en Allemagne avant qu'ils ne se rétablissent. Nous pouvons finir cette guerre des mois plus tôt. »« À quel prix ?» réplique Eisenhower. « Si vous vous surexposez et êtes coupé, vous pourriez perdre toute votre armée. » « Le risque fait partie de la guerre, monsieur. La question est de savoir si nous sommes prêts à accepter un risque tactique pour un gain stratégique. »
Eisenhower ferme les yeux. Patton a raison. L'opportunité existe, mais le danger aussi. George, je ne vous ordonne pas de vous arrêter, mais je ne vous donne pas non plus une liberté illimitée. Vous pouvez avancer aussi loin que le carburant le permet. Mais au moment où vous ne pourrez plus soutenir votre position, vous vous arrêterez. Compris, monsieur. Après avoir raccroché, Bradley demande « Venez-vous de donner à Patton l'autorisation d'avancer aussi loin qu'il le veut ?»« Non, » répond Eisenhower. « Je lui ai donné l'autorisation d'avancer jusqu'à ce qu'il tombe en panne de carburant, ce qui, selon la logistique, devrait arriver dans environ 3 jours. Ensuite, nous verrons si Patton peut accomplir un autre miracle. » Section 8. Le franchissement de la Seine. 19 août 1944. La Seine. La Troisième Armée atteint le fleuve avec des semaines d'avance sur le calendrier prévu. Les forces allemandes tentent d'établir des défenses sur la rive opposée. Patton ne leur en laisse pas le temps. Ses ingénieurs improvisent des points de franchissement. Ses chars passent un taguet aux endroits peu profonds. Son infanterie utilise des bateaux allemands capturés. En moins de 36 heures, des éléments majeurs de la Troisième Armée ont franchi la Seine. « Impossible !» marmonne un commandant allemand en recevant le rapport. « Patton ne peut pas déjà être de l'autre côté de la Seine. Nous avons confirmé qu'il était à 50 miles. »« C'était hier, » répond son aide. Le commandant le fixe. Il a parcouru 50 miles en une journée. Au chef, lorsqu'Eisenhower reçoit la confirmation que la Troisième Armée a franchi la Seine, il réunit son état-major. « Messieurs, la Troisième Armée a franchi la Seine le 19 août. Notre calendrier initial prévoyait qu'elle atteindrait la Seine à la mi-septembre. Patton a 4 semaines d'avance. » La salle reste silencieuse. Eisenhower répète « Cela signifie que nous sommes à 4 semaines de la fin de cette guerre. Cela signifie des milliers de vies sauvées, des villes non détruites, des mois de souffrance évités. » Il regarde la carte, les flèches représentant la Troisième Armée, pointant désormais vers l'Allemagne. « Je ne pensais pas que c'était possible, » admet-il, mais George m'a prouvé le contraire. Section 9 à court de carburant. 25 août 1944. La Troisième Armée s'immobilise peu à peu, non pas à cause de la résistance allemande, mais par manque de carburant. La pire crainte de Patton se réalise. Ses chars sont littéralement à sec. Des divisions entières cessent d'avancer, simplement parce qu'il n'y a plus de carburant. Dit « Monsieur, nous sommes complètement à court », rapporte son officier du ravitaillement. Aucune réserve, rien. Nous sommes à l'arrêt jusqu'à l'arrivée des camions de ravitaillement. Patton est furieux, non contre son état-major, mais contre la situation. Combien de temps? Peut-être 3 jours, peut-être 1 semaine, selon les priorités d'allocation. 1 semaine, explose Patton. En 1 semaine, les Allemands auront reconstruit leur défense. Nous pourrions être en Allemagne dès maintenant, si nous avions du carburant. Il appelle immédiatement Eisenhower. « Monsieur, j'ai besoin de carburant. Chaque gallon que vous pouvez épargner. La Troisième Armée est à la frontière allemande et nous ne pouvons pas bouger. Je sais, George, mais le carburant est limité. Montgomery est immobile, crie Patton. Je suis à 60 miles du Rhin. Donnez-moi le carburant destiné à Monty, et je serai de l'autre côté en 3 jours. George, je ne peux pas, monsieur. Nous avons une chance de terminer cette guerre en 1944, avant l'hiver, avant que les Allemands ne se regroupent, mais seulement si nous avançons maintenant. La discussion se prolonge pendant 10 minutes. Finalement, Eisenhower prend une décision qui sera débattue par les historiens pendant des décennies. Je donne la priorité à l'opération de Montgomery. Je suis désolé, George, mais c'est ma décision. Patton raccroche
Il reste assis en silence, un long moment. Puis il se tourne vers son état-major. « Raclez chaque gallon de carburant que vous pouvez trouver. Stocks allemands capturés, véhicules abandonnés, n'importe quoi. Nous ne nous arrêtons pas. Pas maintenant que nous sommes si près. » Section 10. L'arrêt forcé. Septembre 1944. La Troisième Armée reste immobile, consumée par la frustration. Les soldats de Patton peuvent littéralement voir les positions allemandes, au loin. Elles sont terriblement proches du Reich lui-même. Mais sans carburant, ils ne peuvent pas avancer. C'est comme se tenir sur la ligne d'arrivée sans avoir le droit de la franchir, se plaint un officier. Patton rend visite à ses unités de première ligne pour maintenir le moral. « Nous aurons du carburant, promet-il. Et quand ce sera le cas, nous irons jusqu'à Berlin. » Mais en privé, il est dévasté. Il écrit dans son journal « Nous aurions pu terminer cette guerre avant Noël. Nous avions les Allemands en fuite. Tout ce dont nous avions besoin, c'était de carburant. Mais au lieu de cela, nous nous sommes arrêtés et maintenant, ils auront le temps de se reconstruire. Ce retard coûtera des milliers de vies. » L'histoire débattra pour savoir si Patton avait raison, si lui donner la priorité en carburant aurait mis fin à la guerre plus tôt, si les risques étaient acceptables. Mais une chose est certaine. En 1944, Patton a fait avancer la Troisième Armée de 100 miles en 48 heures, traversé la France en 3 semaines et atteint la frontière allemande des mois avant le calendrier prévu. Et lorsque Eisenhower vit jusqu'où Patton était allé, il prononça 5 mots qui exprimaient à la fois l'admiration et l'incrédulité. « Mon Dieu, il est déjà là. » Section 11. Le verdict historique après la guerre. Les historiens militaires analysent l'avance de Patton en août. Les chiffres sont stupéfiants. Distance parcourue, plus de 600 miles en 30 jours. Prisonniers ennemis capturés, plus de 100 000. Villes et villages libérés des centaines. Divisions allemandes, désorganisées ou détruites des dizaines. Les pertes alliées sont remarquablement faibles grâce à la vitesse de l'avance. L'avance de Patton, à travers la France, représente l'une des progressions militaires soutenues les plus rapides de l'histoire. Une analyse conclut qu'il a avancé plus vite qu'Hannibal, plus vite que Napoléon, plus vite que quiconque à l'époque moderne. Un autre historien note que les Allemands ne pouvaient pas se défendre contre Patton parce qu'ils ne pouvaient pas prévoir où il se trouverait. Au moment où ils identifiaient sa position et tentaient de réagir, il avait déjà changé d'endroit. Un troisième observe, Patton comprenait quelque chose de fondamental. Dans la guerre mobile, la vitesse est une forme de protection en soi. Une armée lente est vulnérable aux contre-attaques, mais une armée rapide se retrouve derrière les lignes ennemies avant que l'ennemi ne puisse réagir. Les généraux allemands, interrogés après la guerre, le confirment. Patton était notre cauchemar. Le maréchal Gerd von Rundstedt admet « Nous pouvions gérer Montgomery. Il était prévisible, méthodique, mais Patton, il apparaissait là où il n'aurait pas dû être, avançait plus vite que ce qui semblait possible, attaquait quand nous nous attendions à ce qu'il se défende. L'affronter, c'était comme combattre un fantôme. » Clôture, 4 Melat, 1944. Eisenhower se tient penché, au-dessus d'une carte fixant des marqueurs de position qui ne devraient non pas être là où ils sont. « Mon Dieu, dit-il doucement, il est déjà là. » 5 mots qui résument toute la carrière de Patton. Le général, qui était toujours en avance sur le calendrier, en avance sur les attentes, en avance sur ce que quiconque pensait possible. L'homme qui parcourut 100 miles en 48 heures, qui traversa la France en 3 semaines, qui atteignit la frontière allemande.
alors que d'autres armées combattaient encore en Normandie. Comment a-t-il fait? On se posait la question alors, on se la pose encore aujourd'hui. La réponse est complexe. Un commandement agressif, des tactiques brillantes, une logistique improvisée, une audace pure et une volonté de prendre des risques qui mettaient mal à l'aise les commandants conventionnels. Mais peut-être que la réponse la plus simple est celle-ci. Patton refusait d'accepter que « impossible » signifie « impossible ». Quand on lui disait qu'une avance ne pouvait pas être réalisée aussi rapidement, il la réalisait quand même. Quand on lui disait que les lignes de ravitaillement ne pouvaient pas soutenir une progression aussi rapide, il trouvait une solution. Quand on lui demandait de ralentir et de consolider, il accélérait au contraire. « Mon Dieu, il est déjà là » n'était pas seulement de la surprise, c'était de l'admiration, de la frustration, de l'incrédulité. C'était Eisenhower, reconnaissant que Patton avait accompli quelque chose qu'aucun planificateur militaire ne croyait possible et qu'il l'avait fait si vite que même ses propres commandants n'arrivaient pas à suivre. En août 1944, tandis que d'autres armées mesuraient leur progrès en miles par jour, Patton mesurait les siens en miles par heure. Et il prouva que dans la guerre, la vitesse n'est pas seulement un avantage. Parfois, c'est tout. Mon Dieu, il est déjà là. 5 mots qui définissent Patton. Le général qui se trouvait toujours là, où il n'aurait pas dû être en train de faire ce qu'il n'était pas censé pouvoir faire.